Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Jouer Collectif. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Eric Allard, que beaucoup ici connaissent, qui est ancien sportif de haut niveau, ancien coach olympique, et qui va nous raconter son parcours. Et à travers son parcours, on va essayer d'identifier des choses que nous-mêmes, on pourrait appliquer. Il est l'auteur du livre « Devenez votre propre champion », donc je trouve que ça, c'est déjà un très bon programme. Et ce qui est intéressant, c'est que ce livre, évidemment, on peut l'appliquer même si on n'a jamais été champion sportif. Eric, un parcours assez exceptionnel, sportif de haut niveau, comme je le disais. Ensuite, tu es allé, à la fin de ta carrière, tu es allé travailler comme manager dans des entreprises, d'ailleurs. Ensuite, tu as été à nouveau appelé au niveau sportif en devenant coach d'équipe nationale, jusqu'en 2014, où tu as été champion olympique. Enfin, ton équipe a été championne olympique. Tu es revenu à l'entreprise, tu as été entrepreneur, maintenant tu es manager dans une grande école informatique française. En parallèle de ça, tu as un podcast qui s'appelle L'entrepreneuriat, c'est du sport. C'est bien noté. Tu as même un deuxième podcast qui est Coaching dans le bus, qu'on peut écouter même si on est en voiture. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est parfait. Tu as écrit ce livre dont j'ai parlé et tu es en projet d'écrire. Alors moi, j'avais noté d'écrire un nouveau livre, mais en fait, tu as plusieurs livres qui sont dans les tuyaux, dont certains vont sortir très très bientôt. C'est ça, exactement. Donc, une série de livres sur l'entrepreneuriat, c'est du sport, où je transforme le podcast en livre, avec des séries sûrement sur les entrepreneuses, les start-upers, etc. Et puis un deuxième livre, enfin un deuxième sujet qui va être sur le leadership, qui va sortir plutôt début d'automne, où là, je vais m'intéresser pas forcément aux leaders, mais aux suiveurs. Parce que s'il n'y a pas de suiveurs, il n'y a pas de leader. Et je trouvais ce point de vue intéressant. Il n'est pas souvent évoqué. Pourquoi on est suiveur et comment on peut passer de suiveur à leader. Est-ce qu'on en a l'envie ou pas, les capacités. Donc, je vais plutôt être sur cette thématique-là. Oui, parce qu'on va en reparler un peu, mais on n'est pas toujours leader. On peut être leader dans certaines situations et par moment assumer la posture de suiveur. Et d'autres moments, assumer la posture de leadership selon le type de projet. C'est ça. En fait, souvent, même c'est un des problèmes, c'est que quand on est leader dans une situation, on a tendance à dire, bah tiens, t'es leader, tu restes leader. Alors qu'en fait, d'une part, on n'a peut-être pas envie d'être leader dans toutes les situations. Pour moi, le leadership, il est situationnel. Et il y a des moments où on peut aussi être un suiveur. Et ça, faut en être conscient. Donc voilà, le leadership, c'est pas une position comme manager, en fait. Manager, vous êtes nommé manager par une hiérarchie, par des personnes. Le leader, c'est le groupe qui fait le leader. Et on peut être un leader dans une situation et pas l'être dans d'autres. On peut être un leader pour mettre les gens en confiance, pour faire émerger des idées. Et on peut ne pas être le meilleur leader quand il s'agit de trier toutes ces idées, d'en prendre certaines, d'en enlever d'autres. Et du coup, faut savoir ça. Faut comprendre ces mécanismes pour justement être à la bonne position au bon moment. Et ce qui fait qu'à un moment donné, tu peux être leader à une étape du projet et pour le lancer, par exemple, parce que tu es innovateur, je sais pas comment on dit, et qu'à un moment donné, voilà, tu vas donner l'impulsion et après, tu as besoin éventuellement de passer le relais à quelqu'un qui va prendre le leadership sur le déploiement du projet, par exemple. Exactement. En fait, le leadership dépend aussi de tes qualités, de tes capacités, de ta manière d'être. Et donc, il y a certaines situations où tes qualités intrinsèques et les qualités que tu as pu développer vont faire émerger en toi le leader. Et le groupe va t'accepter comme tel. Et parfois, c'est quelqu'un d'autre qui voudra prendre le leadership. Alors, c'est pas toujours facile parce que quand le leadership, c'est quand même une position où on est écouté, on a des gens qui vous suivent, donc c'est motivant aussi pour le leader. Et parfois, on n'a pas envie de laisser sa place, consciemment ou inconsciemment. Et du coup, c'est difficile de se dire, tiens, j'ai mené tout le début du projet, et il y a un moment, je laisse la place à quelqu'un d'autre, et je dois être son suiveur pour le bien global, le bien collectif. Et parfois, encore une fois, consciemment ou inconsciemment, on veut garder cette place de leader et ça peut créer du coup des frictions dans les équipes. Ah oui, je vois ça par exemple dans les réseaux où on a des personnes qui aimeraient bien être président de leur club d'entreprise à vie, mais bon, il y a des élections tous les 2 ans, donc parfois il faut laisser sa place. Mais c'est intéressant parce que d'ailleurs dans les réseaux, j'ai identifié ça, j'ai remarqué ça. Moi, il y a des endroits où je me dis, oui, je vais assumer le fait d'être président ou d'être conseil d'administration puis d'autres réseaux. Non, moi, je suis là simplement pour participer et suivre, effectivement. Donc, c'est effectivement très intéressant. Et dans ton projet, tes projets de livres, il y a donc celui à partir du podcast. Alors, raconte-moi un petit peu comment ça s'est né, parce que c'est rare qu'on voit un livre qui est tiré d'un podcast. On voit l'inverse, parfois, mais
Alors, il y a d'autres exemples de personnes qui ont fait ça. En fait, le podcast a démarré il y a un peu plus de 3 ans et j'arrive là, je fais 100 épisodes. Alors, j'ai un peu triché parce que le 100e, c'est moi qui l'ai fait un peu en forme de bilan. Et ça représente quand même 3 ans et demi de travail, ça représente presque 70 heures d'interview. Et voilà, il y en a qui aiment écouter les podcasts, il y en a qui préfèrent les vidéos, il y en a qui préfèrent lire. Moi, j'adore lire et j'ai cette envie d'écrire. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour maximiser? C'est une masse d'informations. J'ai vécu des moments extraordinaires dans ce podcast. J'ai fait des rencontres vraiment superbes. Et j'avais pas envie de perdre ça. Parce que si tu découvres mon podcast aujourd'hui, il y a peu de gens qui vont se dire, je vais écouter les 100 épisodes. Ça représente 70 heures, j'ai pas le temps, tout ça. Je me suis dit, de quelle manière je peux continuer à propager toutes les informations, toutes les connaissances et compétences qu'ils ont données. Et je me suis dit, bah tiens, je vais faire un livre. C'est-à-dire que je vais transcrire les interviews en articles où chaque interviewé parle à la première personne. Donc j'enlève mes questions, c'est pas juste une retranscription écrite de mon interview, mais je prends ce qu'ils m'ont dit et j'en fais un article qui suit avec une histoire, etc. Et j'ai commencé ça, et au début je voulais en sélectionner 30, et j'ai fini récemment, et en fait je me suis rendu compte que 30 ça faisait 400 pages. Et même moi, un livre de 400 pages, j'ai du mal, et en réfléchissant, en discutant, dont avec toi, je vais peut-être faire des séries. Par exemple, série Les Entrepreneuses, les Start-upers, les Freelancers, etc. Et donc, je vais faire des livres où il y aura entre 12 et 15 témoignages, des livres assez faciles à lire, que je veux motivants, inspirants. Et c'était un peu bizarre parce que quand je réécrivais les textes et que je les mettais en forme, même moi, en les lisant, je me disais, putain, c'est intéressant ce qu'il dit. Alors que ça vient du travail que j'ai initié. Mais même moi, je me disais, c'est un livre que j'aimerais lire. Et je dis pas ça pour me flatter et puis me passer de la pommade dans le dos, mais je trouve ça intéressant. Et du coup, bah voilà, le travail a été beaucoup fait en amont avec les épisodes. Aujourd'hui, c'est de la réécriture, de la mise en forme. C'est pas comme un livre comme Devenez votre propre champion où je suis parti de zéro. Il a fallu que je fasse un plan, il fallait que j'écrive, je réécrive et tout ça. Ou comme le livre sur les suiveurs qui va sortir à l'automne. Et voilà, donc finalement, je pense que début de l'été, je vais sortir un ou 2 tomes, voire 3. Et puis voilà, j'ai une centaine d'épisodes, puis je vais continuer le podcast, donc j'aurai de la matière qui va venir un petit peu plus tard aussi. Oui, mais ce qui est intéressant, enfin, pour avoir eu le plaisir d'être le premier invité sur ton podcast, en plus c'était il y a 3 ans, et quand on a relu ensemble le résumé qu'on a été fait, il y a aussi de l'actualité qui a changé. Donc c'est aussi l'occasion pour toi de voir auprès de tous tes invités, ben voilà, qu'est-ce qui s'est passé depuis le podcast et éventuellement une nouvelle actualité qu'ils ont eue ou un changement de positionnement ou des choses comme ça. Donc et puis c'est vrai que il y a tellement de matière dans ces épisodes, comme dans beaucoup d'épisodes de podcast, qu'à un moment donné, tu as envie d'une synthèse, quoi. Tu as envie de dire, ben voilà, en fait, les 5 ou 10 points en je sais pas combien ça fait, 3-4 pages, voilà, de ce qui s'est dit pendant cette conversation. Très bien. Alors moi, ce qui m'impressionne dans ton parcours, en fait, c'est ta capacité à produire. C'est-à-dire que quand j'ai cité un peu ton parcours et j'ai résumé ton parcours, en fait, là, il y a beaucoup de choses que tu fais en parallèle, puisque là, effectivement, tu es responsable d'une équipe de 30 personnes, c'est ça, dans une école informatique. En parallèle, tu es conférencier professionnel, tu interviens partout en France. Tu as ce podcast, tu écris des livres. Donc, comment fais-tu? Je ne dors plus. Ah. Non, en fait, d'une part, j'ai pas besoin je suis quelqu'un qui récupère assez vite, donc j'ai jamais eu besoin de beaucoup dormir. Donc, je peux dormir 5 heures la nuit et puis être en forme pour la journée, donc ça rajoute du temps. Alors, de temps en temps, à peu près toutes les 2 semaines, il faut que je fasse une grosse nuit pour récupérer. J'aime ce que je fais. Et j'ai appris il y a pas longtemps un terme qui me définit bien, je suis un slasher en fait. C'est-à-dire que j'ai pas qu'un seul centre d'intérêt. Mais intrinsèquement, j'ai besoin de ça. J'aime bien produire, j'aime bien écrire, et je dis ça alors que, quelque part, je suis presque un ancien feignant. Donc, j'ai toujours eu des capacités intellectuelles et physiques, ce qui fait qu'à l'école, j'avais pas besoin forcément de travailler beaucoup pour entre guillemets réussir, ou au moins à un niveau satisfaisant. En sport, pareil, physiquement, j'ai eu des gènes. Mon père était sportif, mon père a fait les Jeux Olympiques, donc quelque part, ça doit aider. Hein, et donc, j'ai toujours eu un assez bon niveau, sans dire exceptionnel, mais assez bon niveau, sans trop fournir d'efforts. Et il y a un moment, en fait, j'ai été, comme tu l'as dit, j'ai fait mon sport, c'était le bobsleigh. J'ai fait une carrière d'athlète.
j'ai fait les championnats du monde, les Jeux Olympiques. Je stoppe ma carrière parce que je me blesse. Et là, je deviens entraîneur. Je deviens entraîneur sur l'équipe de France en Coupe d'Europe. Pas parce que j'ai envie, mais parce qu'on me le propose et je me dis, ça me permet de continuer à faire du bob et pourquoi pas. Et en fait, le jour où je deviens entraîneur, alors que c'était pas un choix, j'ai découvert ma voie. J'ai été un bon athlète. Quand on fait les Jeux, on peut dire qu'on est un bon athlète. J'étais médaillé au championnat du monde. J'ai pas été médaillé olympique, moi, en tant qu'athlète, parce que, justement, j'avais ce côté un petit peu feignant quelque part. Hein. Alors, je travaillais plus que beaucoup d'autres, mais pas autant que des champions olympiques. Et en fait, le jour où je passe entraîneur, j'ai découvert ce qui me fait vibrer à l'intérieur, qui est d'aider les autres à développer leur potentiel pour atteindre leur objectif. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans le management, dans la direction d'équipe, d'école, de tout ce que j'ai pu faire dans ma carrière en entreprise. Et là, je me suis dit, si je veux apporter tout ce que les autres ont besoin, il faut que je sois bon. Et en fait, j'ai repris des études à 31 ans. J'étais à la fac, je suis retourné à la fac faire un DUT informatique. Après, j'ai fait une licence en management au CNAM. Après, à côté de ça, j'ai fait de la processcom, j'ai fait de la PNL, j'ai fait de la préparation mentale, de la préparation physique. Et depuis que je suis retourné à la fac, j'avais 31 ans, 32 ans, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais cessé d'apprendre pour pouvoir répondre aux interrogations de ceux que je manage, que je coach, etc. Et du coup, cette boulimie de travail fait que plus on travaille, plus on travaille. Et voilà, aujourd'hui, je m'arrête pas. Voilà, hier, j'ai fait une journée de travail, et puis le soir, j'ai encore passé 2-3 heures à écrire. Et puis, je vais peut-être faire un podcast ce week-end, une conférence. Voilà, j'essaye de manager tout ça. Et je prends tellement de plaisir à faire toutes ces activités que finalement, c'est ça qui me donne de l'énergie. Oui, on dit souvent, j'ai souvent entendu ça, il n'y a rien de plus productif qu'un feignant, effectivement, parce qu'il a envie d'aller directement à son but. Et en fait, effectivement, quand on regarde ton parcours, il y a cette espèce de cohérence, en fait, dans tout ce que tu fais. Et d'ailleurs, quand tu fais les conférences, j'ai vu que tu en faisais beaucoup, justement, dans le cadre de réseaux, comme par exemple le réseau Germe. Parle-moi un petit peu de ce genre de mission-là, parce que je trouve ça vachement intéressant. Le réseau, c'est un réseau très intéressant de par sa philosophie. Raconte-moi un peu cette histoire-là. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de toucher le maximum de gens. Alors, en conférence, on a plusieurs choses. Soit on a une conférence, un groupe qui fait une assemblée générale, qui fait un séminaire annuel et qui dit, voilà, j'ai envie d'un moment marquant. En plus, voilà, en ce moment, on a quand même des gros événements en France. On a la Coupe du Monde de rugby, on a les Jeux Olympiques, on risque d'avoir encore les Jeux Olympiques en 2030 d'hiver. Donc, voilà, ce sont des événements qui mettent les conférenciers sportifs un peu sur le devant de la scène. Moi, j'ai la chance également de faire un sport ou d'avoir fait un sport qui est un peu atypique, qui a été mis au goût du jour par à la fois le Prince Albert de Monaco qui a fait 5 fois les JO en bobsleigh et le film Star Rocket. Donc, c'est pas habituel. Je suis pas une star comme peuvent l'être les joueurs de foot, un Deschamps, un Zidane, un Mbappé. Mais par contre, les gens ont envie de connaître un peu c'est quoi le bobsleigh, c'est sympa, ça va vite, il y a des chutes, etc. Donc ça participe un peu à ma pub. Donc, je fais à la fois des conférences dans des entreprises uniques. Et après, les réseaux, j'aime bien parce que en face de moi, il y a aussi une diversité de public. Et ça, c'est intéressant. Donc, j'ai soit une conférence one-shot où tu parles pendant 45 minutes, 1 heure avec des questions-réponses, soit ma conférence, je l'ai transformée aussi en formation sur une journée. Et c'est ce que je fais principalement chez Germe, où à chaque grande étape de ma conférence, je fais des mises en application, des exercices individuels, collectifs, etc. Et c'est vrai que Germe, en plus, c'est une association pour les managers de structures à taille humaine. Et du coup, il y a à peu près 170 clubs en France, qui sont répartis partout sur le territoire. Et ils ont 8 fois dans l'année des réunions avec des intervenants qui viennent de manière extérieure. Ça peut être sur la communication non violente. Moi, c'est sur les clés de la performance sportive au service du manager. Donc, je pars du titre olympique qu'on a eu avec mon équipe en 2014 la Suisse. Et je dis comment on a monté ce titre, comment on a vécu les moments de doute, comment on a vécu les succès, comment on a fait les plans d'action, comment on s'est préparé, comment on a défini vraiment l'objectif, comment on a entretenu la motivation. De l'extérieur, on pourrait croire un sportif qui va au JO, il est toujours motivé parce que c'est sympa, on voyage, on va dans les hôtels. Mais non, c'est un vrai travail comme pour les autres. Et puis, comment on manage son équipe autour de cet objectif, avec certes l'objectif global qui est d'être champion olympique dans ce cas-là, mais on a peut-être chacun un peu un objectif personnel qui va être de la reconnaissance médiatique, je gagne des médailles, je gagne de l'argent, peut-être c'est juste pour concrétiser ou continuer l'héritage familial, un peu comme moi, mon père a fait les JO, j'ai fait les JO,
Mes enfants vont pas les faire, mais ils sont moins sportifs que moi. Mais voilà, et donc c'est ça qui m'intéresse, tous ces ressorts qui permettent justement d'atteindre la performance. Alors après, derrière performance, il n'y a pas forcément que je gagne plus d'argent ou je gagne des médailles. Chacun voit la performance à son niveau. Ça peut être développer des compétences, faire grandir une société sans forcément faire plus de bénéfices, mais ça veut dire embaucher plus de monde, avoir plus de missions, etc. Donc tout ça, cette cohérence, donc je cherche des réseaux, ça peut être le CJD, ça peut être Germe, ça peut être le réseau Entreprendre, des choses comme ça. Ça peut être, je fais aussi beaucoup d'écoles, j'aime bien aussi donner aux jeunes parce que, surtout post-bac, parce que quand ils arrivent au bac, ils doivent choisir. C'est pas facile de choisir à 17, 18 ans, qu'est-ce que je veux faire l'année prochaine. Et en fait, ce chemin qui mène de post-bac à bac plus 5 ans, c'est à peu près comme une campagne olympique de 4 ans, avec peut-être un BTS qui va correspondre à un championnat d'Europe, un bac plus 3, un championnat du monde, et le bac plus 5, c'est les Jeux olympiques, avec une progression, avec des axes de développement différents, prendre conscience qu'on progresse, et ça veut dire qu'on a plus de possibilités. Donc, j'aime bien tous ces liens, donc voilà, j'interviens dans tous ces réseaux et dans tous ces domaines. Oui, et alors, moi qui suis, je suis conférencier, je croise beaucoup de conférenciers, et j'en vois sur scène, en particulier des sportifs ou des anciens sportifs. Et en fait, moi, ce qui me frappe, c'est que très souvent, il y avait d'ailleurs il y a très peu de temps, qui est un champion de cyclisme sur piste, et très souvent, en fait, leur histoire s'arrête à leur sport. C'est-à-dire que ils vont parler de résilience, de travail, de persévérance, etc. Mais ça s'arrête au sport parce que justement, souvent, ils n'ont pas l'expérience en entreprise et donc sont obligés d'inventer des ponts. Et en fait, c'est au spectateur de faire le travail, en fait, de se dire « Ah oui, d'accord, moi aussi, je devrais faire comme le gars qui pédale sur la piste, tu vois, et j'essaie de transposer dans ton métier de commercial, par exemple. » Et en fait, toi, ce qui me frappe, c'est que tu as aussi les codes et le langage de l'entreprise. Pour moi, tu es un des premiers que j'ai vu qui vraiment est capable de dire, de parler du sport avec un langage d'entreprise et de parler de l'entreprise avec un langage du sport. Et en fait, on se trouve complètement, il y a une espèce de cohésion, de cohérence dans tout ça. Donc voilà, je voulais dire qu'effectivement, c'est rare. Mais c'est parce que j'ai l'expérience. Eh oui, mais c'est que tu as fait les deux. Mais en plus, tu as alterné. C'est-à-dire qu'en fait, tu as été en entreprise, puis tu as été t'es retourné coach olympique, c'est ça. Donc en fait, il y a ce côté-là qui est intéressant. Alors, tu faisais allusion tout à l'heure à Rasta Rocket, et il y a quelques années, je t'ai vu en intervention de Elevate pour l'Association française des conférenciers professionnels avec un des Rasta Rocket. Donc qui est, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Devon Harris. Et ce qui m'a frappé au-delà de votre complicité, puisque bon, Rasta Rocket, t'as couru contre eux, mais évidemment, comme dans le sport, j'imagine que la compétition, c'est sur le moment, mais qu'après, il n'y a pas de raison de s'en vouloir pendant 20 ans, ou 30 ans, peut-être longtemps maintenant. J'avais une question, c'est, est-ce que tu as réussi à garder des relations avec ces vies d'avant? Et si c'est le cas, comment est-ce que tu arrives à faire? Parce qu'il y a d'abord ici, lui, il est jamaïcain, il habite à New York, donc c'est international. Comment est-ce que tu arrives à gérer ça pour continuer de garder le lien avec certaines de ces personnes? Pas toutes, mais j'imagine, mais certaines de ces personnes. Alors aujourd'hui, c'est plus facile parce que les moyens de communication le permettent. C'est-à-dire, Rasta Rocket, c'est l'histoire de l'équipe jamaïcaine en 88 au JO. Moi, j'ai couru contre eux de 88 à 98. Voilà, Internet débutait. Donc, c'était le téléphone, c'était tout ça. Donc, on se croisait tous les hivers. Et puis, c'est vrai que leur histoire est attachante. En plus, ils sont des gars super sympas. Après, Internet s'est développé. Donc, au début, c'était Facebook. On s'est retrouvés. Comment tu vas? Puis on se donne des nouvelles. Maintenant, il y a les réseaux un peu plus pro comme LinkedIn. Voilà. Après, comme dans toutes les entreprises, quand on a passé du temps dans une entreprise et qu'on quitte cette entreprise, on dit toujours mais on reste en contact, on s'appelle, et puis le temps passe, donc il y a forcément du temps qui passe et puis des contacts qui s'éloignent, mais il y a toujours ce lien. C'est-à-dire que demain j'appelle Devon, si tant est que j'ai bien calculé le décalage horaire et que je ne le réveille pas au milieu de la nuit, il décroche, il m'appelle, c'est pareil. Donc voilà, après bien sûr tous mes collègues de l'équipe de France, on reste en contact. Il y en a qui sont restés dans le monde du BOM. En plus, moi, j'ai fait 10 ans athlète et j'ai fait encore presque 20 ans entraîneur.
Donc voilà, les liens, j'ai fini ma dernière campagne 2017. C'est pas si vieux que ça. Donc j'ai encore ces liens-là, j'ai encore... on s'appelle, alors c'est quoi? Des fois, c'est une fois par an. Mais c'est un bon moment. Des fois, avec d'autres, c'est 2-3 fois. J'ai deux de mes meilleurs amis dans le bob sont suisses et allemands. Ben voilà, on s'appelle 1-2 fois par an. Je prends des nouvelles, on s'explique. En plus, j'ai un regard maintenant un peu extérieur, donc on échange un peu là-dessus. Donc c'est intéressant. Et puis après, comme dans les entreprises, j'ai été dans des entreprises, comme tu l'as dit, j'ai fait du bob, j'ai arrêté pendant quelques années, je suis revenu pour les Jeux de 2014 avec la Suisse. Bon ben voilà, l'entreprise dans laquelle j'ai été entre 2008 et 2012, 2014, bah il y a un peu moins de liens parce que ça fait 10, 15 ans, voilà, mais bon, c'est le jeu. C'est le jeu. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai des nouvelles parce que on est connecté sur les réseaux, etc. On fait des commentaires, on ne s'appelle pas forcément, mais bah voilà, comment vas-tu? Et puis de temps en temps, l'occasion permet qu'on se rencontre, qu'on fasse un repas un midi, un soir, et c'est toujours sympa. Oui, parce que, enfin, moi, j'avais été frappé justement par votre complicité sur la scène et même autour. On sentait que c'était donc content de se retrouver, parce que là, c'est pareil, ça faisait quand même pas mal de temps, parce que ça devait être en 2000, je sais pas, 18. 2018. 2018, c'est ça, ouais, tu vois, j'ai de la mémoire. Tu as une expérience en management, tu as une expérience en entrepreneuriat que tu mènes en parallèle. Tu as une expérience dans le sport. Quelles sont les différentes stratégies qu'il y a? Si par exemple, je vois des gens qui parfois se disent bah tiens, je suis dans un job, je suis pas très bien, je voudrais devenir entrepreneur, freelance, etc. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Parce que j'imagine, c'est pas la même stratégie que si tu veux progresser, changer de job, avoir un meilleur poste, etc., que de se mettre à son compte, parce que c'est là pour le coup, t'es un petit peu plus, t'as un peu moins de filets autour de toi, quoi. Qu'est-ce que tu conseillerais Il faut bien souvent être entrepreneur, ça démarre par une passion, une envie forte. J'aime quelque chose, dans mon travail actuel, je le fais pas, ou alors j'ai envie d'être libre. J'aime cette capacité à vouloir décider par moi-même, à vouloir gérer. Et bien souvent, quand on a une occasion qui se présente, parce que, par exemple, là, il y a eu le Covid, qui a fait que beaucoup de personnes sont retrouvées chez elles et se sont dit, mais j'ai plus envie de bosser les samedis, quoi. C'est ça. Et je veux changer de vie, donc j'ai plusieurs moyens, je change de job ou je deviens entrepreneur. Ça a été un déclic pour beaucoup, mais bien avant ça, ça a pu être lors de restructuration, quand des boîtes vont mal et puis qu'il y a des plans d'aide au départ, les gens se disent, voilà, j'ai de l'aide au départ, j'ai un petit matelas de sécurité, donc j'en profite pour essayer de faire ça. Mais surtout si ça fait longtemps qu'on a envie de devenir entrepreneur, le jour où on a l'occasion, bien souvent on se lance sans être vraiment préparé. Et moi, je l'ai fait en 2007, et c'est une boîte qui n'a pas marché. Et en fait, parce que j'avais envie de faire ça, le concept était bon, peut-être trop en avance sur son temps. C'est un concept, c'était à l'époque, c'était des plans d'entraînement de préparation physique sur Internet. En 2007, j'avais pas assez de moyens pour que ça marche vraiment. Aujourd'hui, on en voit partout, on voit des applications sur tous les smartphones, etc. Mais c'était trop tôt, et en fait, j'étais pas assez prêt. Je me suis dit, l'idée, elle est bonne, je me lance, et puis en fait, quand tu te lances entrepreneur, surtout quand tu es solopreneur, tu es le comptable, tu es le communicant, le marketeur, tu es celui qui fait le site web, tu es celui qui fait le commercial, en plus tu dois produire. Alors, sur toutes ces choses, il y en a certaines que tu n'aimes pas. Par exemple, la compta, moi, c'est pas mon kiff. Il y a un moment, tu repousses, et puis tu te retrouves dernier week-end du mois à te dire, faut que je la fasse, ma TVA, hein. Et puis, tu passes ton week-end à faire ça parce que tu connais pas trop, tu sais pas trop, tu as des choses que tu as oubliées, que tu sais pas bien. Ça te prend la tête, ça te bouffe de l'énergie. Et du coup, tu te rends compte au bout d'un moment que sur tes 8, 10, 12 heures de journée, tu fais que 2 heures où tu te fais vraiment plaisir, quoi. Et puis, si en plus, ça marche pas, tu as du stress qui se rajoute. Si en plus, tu as une famille, tout ça. Donc voilà, faut vraiment ne pas hésiter à se faire accompagner et se dire, pas faire d'économie de bout de chandelle où tu te dis, le site, je vais le faire moi-même. La compta, je vais la faire moi-même. Ça peut, il y en a qui ont ces compétences, ces capacités. Mais si tu en es à te dire, il faut que je fasse tout moi-même pour que ça fonctionne et que je puisse en vivre, c'est quelque part, à mon avis, de mon expérience, il y a quelque chose qui cloche. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'en plus, tu as des solutions de comptabilité, des solutions de site web qui sont beaucoup plus faciles. Mais c'est pas pour ça qu'il faut tout faire soi-même. Parce que sinon, tu te retrouves à faire des choses que tu maîtrises pas, où tu n'as pas forcément envie. Et du coup, ton quotidien, il devient plus dur.
et des fois, parfois plus pénible que ton ancien travail qui te paraissait tellement moche, mais que tu maîtrisais, où tu avais du temps pour discuter avec des collègues, échanger des idées, mener des projets, etc., etc. Donc c'est ça, c'est cette préparation. On l'a un peu plus en sport, je trouve, parce que tu rates les jeux, le prochain, c'est 4 ans plus tard, quoi. Ça, c'est une différence entre l'entreprise et le sport. D'une part, c'est pas nous qui choisissons quand est-ce qu'on va avoir les jeux. Enfin, on le sait, c'est tous les 4 ans, mais la date, à l'heure et tout ça. Moi, je me souviens très bien, les jeux de 2014, c'était 16 et 17 février, le Bob à 2. Pas le 15, pas le 18. Et le 16, la première manche à 18h, la deuxième manche à 20h, et le 17, la troisième manche à 20h, et la quatrième à 22h. C'est pas le matin, c'est pas le 15, c'est pas le 18, c'est pas le matin, c'est le soir. Et si tu rates ça, c'est 2018, la prochaine échéance. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises où tu te dis, je rate le jour J. Des fois, il y a des produits, tu les lances un petit peu plus tard. Moi, je vois mon livre sur les sueurs, il devait être sorti déjà. Et puis, les circonstances ont fait que j'ai pas eu le temps de le finir. C'est pas grave, ça change pas ma vie. Alors après, je suis pas éditeur, je suis pas un Guillaume Musso qui dit, je vais sortir un livre et puis ou un Marc Lévy, et je le sors en retard. Mais voilà, nous, on n'a pas le choix, quoi. Donc, il faut qu'on se prépare, il faut qu'on mette tout sur la table. Pour être performant, il faut qu'on fasse ça et ça. Est-ce qu'on a les moyens? Oui, non. Si on n'a pas les moyens, qu'est-ce qu'on peut trouver comme tangente, comme système pour y arriver quand même, etc. Et je pense que dans le monde de l'entrepreneuriat et de l'entreprise, on n'a pas autant ce jalon fixe qui nous pousse à nous dire, est-ce que j'ai les moyens de mon ambition? Est-ce que j'ai les moyens d'être entrepreneur? Et d'ailleurs, c'est amusant parce que quand tu discutes un peu avec des gens qui suivent les start-upers, en fait, ils te disent que généralement, sur les 2 premières années, ils travaillent surtout les 6 derniers mois parce que c'est la fin de leurs indemnités chômage et que c'est là qu'ils se disent va quand même falloir se dépêcher. Alors, je caricature un peu, oui. Mais c'est quand même souvent des histoires qu'on entend et même dans les freelances, parfois ça m'arrive d'entendre des gens dire ça et là j'arrive à la fin de mes indemnités donc non, faut vraiment que je trouve des clients. Et effectivement, et c'est probablement à la fois un problème de préparation que tu dis et un problème aussi d'accompagnement, puisque moi je suis convaincu effectivement qu'on a besoin de se faire accompagner, on a besoin d'avoir des coachs. Et d'ailleurs, sur un sujet parallèle à ça, tu parlais tout à l'heure d'avoir repris tes études à 31 ans, donc on a ce point commun, c'était à 35. Et en fait, qu'est-ce que tu conseillerais sur justement le fait d'apprendre en continu, mais est-ce qu'on va aller chercher des diplômes? Est-ce qu'on va aller chercher des certifications? Est-ce qu'on peut être autodidacte? Qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre? Alors, ça dépend un peu de ses métiers, mais surtout, comment on doit apprendre? Qu'est-ce que tu aurais des conseils pour apprendre à apprendre? On va chercher tout ça. On va chercher un diplôme parce que ça démontre un certain niveau. Et c'est vrai qu'il y a un moment, quand même, on est classé comme ça en France. Est-ce que j'ai un bac plus 3? Est-ce que j'ai un bac plus 5? Etc. Alors, c'est pas toujours révélateur de ce qu'on est exactement. Moi, je dis toujours, on n'est pas obligé d'avoir des diplômes pour réussir. Par contre, on est obligé de travailler. Je veux dire, on a des exemples de personnes qui réussissent, même dans nos années à nous, dans les années 80. Bill Gates, il a fait Microsoft dans un garage. C'était des personnes brillantes. Même un Zuckerberg pour Facebook, il n'a pas été au bout de Stanford, mais de toute façon, c'est un bosseur et c'est des bosseurs. Il va falloir travailler. Donc, c'est toujours un lien. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que ça m'apporte? Et ça peut être, je veux un diplôme bac plus 5, non pas parce que ça me plaît, mais parce que ça me positionne à un certain niveau. Et ça peut être ça, et ça peut suffire, parce que ça va me permettre d'ouvrir des portes sur certains métiers, certains postes, où je vais pouvoir démontrer des qualités que je n'ai pas forcément apprises lors de mon diplôme, mais que j'ai développées tout au long de ma carrière, suivant mes expériences. Ça peut être après juste de l'autodidacte, par des livres, par des tutoriels sur YouTube, sur les réseaux, etc. Ça peut être par de la formation en ligne, ça peut être par une formation. On voit souvent des formations sur 1 an où tu es 2 jours par mois en formation. En fait, il y a plein de possibilités. Mais si vous voulez que ça marche, il faut que derrière, il y ait du sens, en fait. C'est pas « je fais cette formation parce que j'ai du CPF à dépenser » et puis je me dis « tiens, pourquoi pas ?» Parce que sinon, si derrière, je mets pas de sens, ouais, je vais avoir accès à une formation en ligne ou en présentiel, je vais y aller, je vais pas m'en servir, ça me servira à rien. Quel est le sens? C'est ça qui fait la différence. C'est comme dans le sport. Quel est le sens que vous donnez à vos actions? Quel est le sens d'avoir un diplôme? Quel est le sens de ne pas avoir de diplôme mais de développer cette compétence-là? En quoi ça va me servir par rapport à mon projet?
actuel ou futur. Et voilà, et c'est ça qui fait toute la différence. Donc, l'apprentissage, il ne vient qu'avec la motivation et l'implication. Et ça, et pour avoir de la discipline, il faut que derrière, il y ait du sens. Parce que même la motivation, ça ne suffit pas. Je veux dire, la motivation d'un sportif, c'est généralement, il l'a. Mais c'est la discipline de faire tous les jours les mêmes choses qui va faire qu'au final, on devient champion du monde, on devient champion olympique. C'est pas que la motivation. Et c'est exactement pareil dans le milieu professionnel. C'est la discipline qui va faire que tu sais que tous les jours, pendant 3 mois, quand tu as fini ton boulot, tu dois travailler personnellement 1 heure tous les soirs pour développer cette compétence, avoir ton diplôme, avoir cette compétence, avoir cette qualité que tu as développée, cette capacité. Et c'est la discipline qui fait la différence. La première semaine, tu vas le faire. Et puis après, tu as des enfants, tu dois sortir, et puis il fait beau, il y a un barbecue, Non, la discipline. Et c'est ça qui va faire la différence. Et tu peux avoir toutes les méthodes d'apprentissage. Tu vas apprendre d'une manière, je vais apprendre d'une autre manière parce qu'on est différents. Si tu donnes du sens, tu auras de la discipline et à la fin, tu auras ce que tu es venu chercher. Oui, parce que moi, ce que je perçois dans la motivation, parce que je suis comme tout le monde, des hauts, des bas, etc., c'est qu'effectivement, on a tendance, quand on est motivé, à y aller à fond. Je sais pas, je vais caricaturer, je vais passer 10 heures à faire un truc. Quand je suis démotivé, je vais passer 10 jours sans le faire. Alors qu'en fait, j'aurais fait 1 heure par jour pendant ces 10 jours, ça aurait été plus productif parce qu'il y aurait eu des intérêts composés. Y compris de le faire quand j'étais pas motivé à le faire, quand j'avais pas envie de le faire. Effectivement, ce que je ressens, c'est que le sens, c'est que le jour où tu as décidé que tu devais le faire, en fait, c'est ce truc-là que tu vas garder. C'est même pas un objectif d'ailleurs, parce que l'objectif c'est mesurable, mais le sens, ça l'est pas. C'est j'ai envie. Toi, par exemple, quand je me dis j'ai envie vraiment de développer ma carrière de conférencier, parce que le sens que je mets dans tout ça, c'est j'adore être sur scène. Donc c'est pas un objectif, il en faut à côté. Mais ce sens, c'est tout ce que j'ai envie de faire. Là, je suis en train de répéter une nouvelle conférence. En fait, c'est le plaisir que je sais que je vais avoir à être sur scène. Donc même si un jour où je suis un peu moins, je vais quand même faire ma répète. Donc c'est vachement intéressant. Cette notion de discipline, c'est fondamental effectivement. Et je crois que c'est le truc, je pense que le sport peut le plus nous apporter nous en tant qu'entrepreneurs. Parce que c'est souvent quand même ce dont on manque, cette discipline. Le sport, c'est... Imagine aujourd'hui, on se dit, la semaine prochaine, lundi, tu prends un jour off et tu fais du sport pendant 24 heures. Imagine que physiquement, tu sois capable de le faire. Et le lendemain, tu vas avoir aucun changement sur ton corps. Par contre, si je te dis, pendant 48 jours, tu fais 1 demi-heure, tous les jours, même de la marche, ça, des abdos, au bout de 48 jours, tu vas avoir du changement. Alors que tu as fait le même temps de travail. Tu as fait 24 heures de travail, 24 heures de sport. Si tu le fais en une seule fois, tu vas rien voir. Si tu dévores pendant 12 heures, un week-end, 2 fois 12 heures, des bouquins ou que tu vois des vidéos, tu n'as pas le temps d'intégrer, tu n'as pas le temps de mettre en pratique, tu te dis, pendant 24 heures, je me suis cultivé, j'ai appris des choses, ça ne m'a rien fait. Si par contre, tous les jours, tu fais 1 demi-heure où tu apprends quelque chose, puis le lendemain, tu as 12 heures ou 10 heures au boulot pour te dire, tiens, hier, j'ai appris ça, je pourrais essayer ça. Ça ancre et c'est cette discipline qui va faire la différence. Et on parle de motivation, mais plus que la motivation, c'est la discipline et le sens. Et pour avoir de la discipline, il faut que tu donnes du sens à tes actions. Et du sens qui vient de toi, pas forcément de l'extérieur. Pas forcément un manager qui dit, tiens, si tu apprends ça, tu vas pouvoir faire ça. Tu vas pouvoir gérer cette crise, tu vas pouvoir gérer ce conflit, tu vas pouvoir développer ton chiffre d'affaires. Il faut que ça soit utile à toi, au fond de toi, sinon tu n'as pas de discipline possible. Alors, ce podcast s'appelle Jouer collectif parce que moi j'ai une conviction, c'est le fait que on est effectivement beaucoup plus efficace quand on collabore et quand on est plusieurs. Quelle est la part du collectif et du collaboratif dans ton histoire en fait? Alors dans le sport, j'imagine que même si c'est un sport Bob à 2, mais on n'est pas que 2. Et après, au niveau évidemment de l'entreprise, y compris dans l'entrepreneuriat, tu as eu du collectif et du collaboratif. Raconte-nous un petit peu ça. Même si c'est une question très large. Ouais, on n'a que du collectif. Même un sportif individuel, à un certain niveau, il a du collectif. Je veux dire, même à bas niveau. Tu aimes le tennis, tu t'inscris dans un club, tu as du collectif, ne serait-ce que parce que tu dois jouer contre quelqu'un, ou alors tu joues contre un mur, ne serait-ce que parce que tu fais partie d'un club, donc ça veut dire que tu dois composer avec un bureau, avec tout ça. Donc, cette manière d'interagir avec les gens qui gravitent autour de ta passion, de ton travail, plus tu arrives à collaborer avec eux, à interagir avec eux, et ça ne veut pas dire être toujours d'accord avec eux, être toujours amis, mais plus tu arrives à interagir avec eux d'une manière efficace pour toi, pour tes projets et tout ça, et plus tu auras du collectif.
Et en fait, pour tout te dire, quand j'ai commencé le bobsleigh, les meilleures nations, c'était Allemagne, Suisse, Autriche. 3 nations qui parlent allemand. Donc moi, le petit français, je suis arrivé, j'avais fait allemand en première langue au lycée, mais je reviens sur mon côté feignant, j'étais pas très bon. Et à un moment, je me suis dit, j'ai quand même autour de la piste plein d'entraîneurs qui parlent allemand. Je suis le petit français, ils se méfient pas de moi. Si je pouvais leur demander, tiens, comment je suis passé sur tel virage, voilà. Et puis, ça a été, le premier jour, c'était, bonjour, je m'appelle Eric, est-ce que tu m'as vu? Puis, il me fait trop haut, trop bas, il me faisait des gestes. Puis, le soir, je potassais sur mon dictionnaire, tiens, je peux lui demander ça. J'essayais de me faire des phrases dans la tête. Et puis, petit à petit, jour après jour, j'ai développé mon vocabulaire jusqu'à coacher les Suisses au niveau olympique, alors que c'était une équipe qui parlait allemand. Donc, c'est cette discipline-là, parce que j'avais du sens derrière ça. Le sens, c'était d'avoir plus d'informations pour devenir meilleur au bob, qui après m'a donné la possibilité d'entraîner les Suisses, etc., etc. La même manière pour l'anglais, qui est le langage international. Donc voilà, c'est ça qui fait l'équipe. Et à ce moment-là, quelque part, ces entraîneurs étrangers d'équipes concurrentes faisaient partie de mon équipe. Alors après, quand je suis devenu un peu meilleur, ils m'ont moins donné d'informations. Mais à une époque, ils ont fait partie de mon équipe. Et c'est exactement pareil. Si vous êtes solopreneur demain, votre équipe, c'est vos clients. Comment je discute avec les clients, et peut-être qu'un autre, ça va être un autre langage qu'il va falloir que j'utilise. Comment je discute avec mes fournisseurs. Comment j'implique ma famille dans mon projet. Comment je discute avec elle. Si on prend l'exemple du sport, les biathlètes partent entre 230 et 250 jours par an de chez eux. Quand vous êtes en couple, que vous soyez un homme ou une femme, que vous soyez avec un homme ou une femme, quand vous dites à votre conjoint ou conjointe, je pars 230 jours par an, c'est un projet familial. Et elle fait partie de votre équipe. Parce que si vous êtes à l'autre bout du monde et que vous dites, elle doit pas être bien parce que ça fait 4 semaines que je suis parti, si en plus tu as des enfants en bas âge, tout ça, c'est un véritable projet et ça fait partie de ton équipe. Alors que globalement, elle n'est pas avec toi et voilà. Et c'est exactement ça. Et aujourd'hui, on travaille toujours en équipe. Et c'est ça aussi que j'ai aimé dans ma manière d'essayer d'apprendre des choses. Ça a souvent été sur les relations interpersonnelles. Et je disais, quand j'étais coach de bob, je pouvais avoir 3 athlètes, 3 pilotes différents qui faisaient la même erreur dans le virage et je leur donnais des explications différentes. Parce qu'ils étaient à un niveau de maturité différent, parce que je sais que les termes que j'utilisais étaient bons pour l'un et pas forcément pour l'autre, etc. Ça, c'est du travail, c'est de l'investissement, c'est de la discipline, encore une fois. Et ça, c'est comment j'aide mon équipe et comment elle t'aide en retour. Donc, la question pour moi ne se pose même pas, quel que soit le métier qu'on fait, du sport, de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, en solo, on est forcément en équipe. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis quand tu parles du vocabulaire pour chaque personne ou de la façon dont tu vas accompagner. Je vois beaucoup aujourd'hui de formations, de choses qui sont en groupe. Alors, on voit, il y a des Discord, il y a des bootcamps, etc. Et en fait, il y a des moments où je me dis, mais comment tu peux aider 100 personnes dans un bootcamp, même si tu peux faire des choses, tu peux apporter de l'information, mais je ne pense pas que tu puisses amener de la transformation, parce que finalement, la transformation elle ne viendra que parce que à un moment donné, tu as réussi à mettre en phase ton enseignement avec effectivement la personne, la façon dont elle fonctionne et ses besoins qui sont, même si on a l'impression que 2 personnes démarrent en même temps leur business, comme elles n'ont pas un même passé, un même projet, un même sens dans la vie, de toute façon, à un moment donné, ça va forcément décaler au niveau des conseils. Je me suis aperçu de ça il y a 20 ans de ça. En fait, quand j'ai démarré mon activité, j'étais sur de la transformation digitale. À l'époque, on appelait ça de la stratégie web, en 2001. Et en fait, je me suis aperçu que la plupart du temps, c'était pas des problèmes techniques qu'il y avait dans nos entreprises, c'était des problèmes d'accompagnement du changement. Et donc, j'ai fait une certification en coaching à Transformance avec Lennart, Vincent Lennart. Et ce qui était intéressant, c'est qu'à un moment donné, j'étais au milieu de gens qui étaient des coachs et moi, en fait, je n'ai retiré de ça, on parlait de formation, que des techniques pour aider la transformation des entreprises dans leurs projets numériques. Donc, j'ai jamais été coach. Mais par contre, il y avait cet angle-là, effectivement, et le coaching, même si tu fais le coaching d'équipe, le coaching est quand même une activité individuelle, c'est-à-dire un rapport qu'on a avec une personne, quoi. D'ailleurs, tu disais que tu avais fait une formation, une certification aussi en préparation mentale. Parle-moi un petit peu alors d'abord de ce que ça t'a appris, et puis surtout, tu n'étais plus dans le monde sportif quand tu as fait cette formation-ci, ou c'était... J'en ai fait 2. Il y en a une où j'étais encore dans le monde sportif et une autre
plus dans le monde de l'entreprise. Et en fait, on a les mêmes mécanismes. Hein. On a les mêmes mécanismes. Et en fait, faut bien vous dire que quand vous voyez des exploits sportifs, si on parle de sport à la télé, les gestes qu'on voit à la télé, les sportifs les ont déjà réussi des centaines, voire des milliers de fois. Que ce soit un panier à 3 points, un dunk, une reprise de volée, un essai au rugby, un cadrage, débordement, peu importe. Le truc, c'est comment le faire le jour J. Comment le faire quand tu es un bobeur et que pendant 4 ans, tu fais des compétitions où il n'y a pas de spectateurs sur la piste, et puis tu te retrouves aux Jeux Olympiques, et puis tu as 20 000 spectateurs, tu as une caméra qui te fixe à 20 cm de ton visage, dans un environnement que tu connais pas. Comment tu fais pour, alors que tu as performé pendant 4 ans, ne pas être envahi par le doute, par le stress, le jour J, le jour qui compte vraiment pour toi dans ta carrière. Et donc, il y a des mécanismes de préparation mentale, et on se rend compte que c'est la même chose dans l'entreprise. Quand tu dois gérer une assemblée générale qui peut être rouleuse parce que la conjoncture est pas très bonne, quand tu dois négocier avec ton plus gros client et tu sais que si t'es pas bon, ça peut mettre en péril l'entreprise. On le sait, chaque année, dans la grande distribution, il y a les fameuses négociations chaque année, je crois que c'est le mois de février. Voilà, c'est un moment de stress. Donc, faut être conscient de tes forces, de tes faiblesses, de ce que tu as préparé, de ce que tu veux présenter. On en revient à la préparation. Ça passe aussi par là, la préparation mentale. Hein. Je me souviens à l'époque de mon bac de français, on devait présenter une dizaine de textes. Si tu as appris un texte sur 10, tu peux être un peu stressé parce que tu te dis, j'ai une chance sur 10 qu'on prépare le texte. Quand je tombe sur ce texte-là, si tu as préparé les 10 textes, déjà au niveau du stress, t'es un peu plus cool, quoi. Donc, mais la somme de travail n'est pas la même en face. Donc voilà, cette préparation mentale, c'est de se dire, j'ai des capacités, j'en suis conscient, je sais que je vais les exprimer, mais comment je fais pour me mettre dans une situation qui fait que le jour J, je suis concentré, je suis à l'aise, je suis pas stressé, je suis pas perturbé par des éléments extérieurs, etc., etc. Ce qu'on appelle dans le sport l'état de flow. À un moment, j'en parle dans le livre Devenez votre propre champion. Je dis, on a tous ressenti cet état. Si tous les jours on a l'habitude de faire le même trajet en voiture, eh bien, il y a des moments où on se réveille, on se dit, tiens, je suis déjà là. Parce que, comme des sportifs, on a tellement répété que ça a créé des automatismes. On peut discuter avec notre passager. Par contre, le jour où il y a des travaux et qu'on doit changer de trajet, il y a peut-être un moment où on va dire au passager, attends, tais-toi 2 minutes, il faut que je réfléchisse par où on va passer pour rentrer chez moi. C'est exactement ça. C'est un état de flow où on a tellement répété le plan d'action, il est tellement ancré en nous que ça nous libère des capacités d'observation, de réaction qui permettent de réajuster quand il y a des petits écarts entre le plan d'action qu'on a prévu et ce qui se passe dans la réalité. Donc la préparation mentale sert à tout ça. Et puis après, il y a d'autres techniques de déblocage, de croyances, qui viennent de l'expérience ou qui viennent de notre éducation, des choses comme ça. Et tout ça, c'est un phénomène fantastique. Et on en parle de plus en plus. Je pense qu'on n'en parle pas assez encore dans l'entreprise. La préparation mentale du dirigeant, ça, je pense que c'est un des secteurs dans lesquels les dirigeants ou même les entrepreneurs pourraient progresser. Hein, aujourd'hui, on est sur de la formation. On commence à parler des soft skills interpersonnels, mais la préparation mentale, j'ai un événement qui approche, qui est important. Je me prépare mentalement pour ça. C'est pas juste, je fais bien mon support de présentation, je fais en sorte que la salle soit bien organisée. C'est mentalement, moi, comment je suis pour donner le meilleur de moi-même. Comment je m'inspire des meilleurs orateurs, comment je suis prêt à répondre aux questions qui vont peut-être être un peu dures vis-à-vis de ce que je vais expliquer, etc. Je pense qu'il y a un marché là. La préparation mentale du dirigeant d'entreprise, du manager de service ou de l'entrepreneur, il y a quelque chose à faire. C'est devenu courant maintenant dans le sport et c'est plus tabou. Quand j'ai commencé dans le sport, c'était tabou. C'était tu vas avoir un préparateur mental, c'est parce que tu es faible psychologiquement. Maintenant, même les plus grands champions, des Teddy Riner, tout ça, ils disent qu'ils ont accédé. Ils vont voir des préparateurs mentaux, du Léon Marchand, etc., des très très bons. Dans l'entreprise, on a du coaching pour faire passer des choses, du coaching en préparation mentale, on en a un peu moins. Oui, mais même le coaching, effectivement, parfois, je discute avec des amis coachs qui me disent, mais parfois les managers vont avoir tendance à faire ça, mais il ne faut pas le dire à l'entreprise, par exemple, des gens qui le font sur leur temps perso. Des fois qu'on voit qu'il y a une faiblesse. Voilà, c'est que ça risquerait effectivement d'être perçu comme une faiblesse, ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que, en fait, moi je symbolise ça par le complexe de l'imposteur. Et en fait, quand je coach sur les réseaux, il y a 2 moments où les gens, la plupart des gens tombent dedans. Le premier moment, c'est quand il faut se pitcher dans les réseaux. C'est-à-dire que t'as beau préparer,
tu as les différents pitchs que tu pourrais faire selon qui t'as en face, environnement, etc. Mais faut franchir ce pas. Et effectivement, t'as beau t'être préparé, à un moment donné, tu es au milieu des gens et puis là, tu te pitches. Et deuxième endroit, qui est un petit peu plus, auquel on pense pas forcément, c'est le moment d'appuyer sur le bouton publier quand tu fais des publications dans les réseaux, sur LinkedIn par exemple, où les gens disent, oui, mais et si après les gens ne comprennent pas ce que j'ai écrit, ou si les gens ça les intéresse pas, et puis si j'ai pas des j'aime, et puis j'ai pas des commentaires, et voilà. Et effectivement là, il y a un travail, alors à mon niveau, et il y a un petit travail de préparation mentale effectivement de la personne pour pour qu'elle se sente légitime dans le fait d'y aller, surtout qu'on a préparé. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Bon, on a tous eu le syndrome de l'imposteur à notre âge. Moi, on a un ami en commun que tu connais, Vincent Delourmel. Moi, j'ai longtemps eu le syndrome de l'imposteur d'avoir fait les JO en bob. Parce que c'était le bobsleigh. C'est pas l'athlétisme, c'est pas la natation, c'est pas le ski alpin. En France, on était vraiment entre 12 et 15 à faire ça de manière de haut niveau. Donc, tu te dis, par rapport au nombre de tennisman, au nombre qui veulent réussir, au nombre d'athlètes. Et à chaque fois, je disais, ouais, mais bon, c'était en bob, Vincent. Il m'a dit, Eric, tu as fait 5 fois les JO en tant qu'athlète et coach. Et en fait, on se rend compte que la médaille d'or aux JO en bobsleigh, elle est aussi dure à atteindre parce que c'est le top du top dans ta discipline. Et quand moi, je suis médaillé au championnat du monde, quand je fais 13e au JO en tant qu'athlète, tu es dans les 13 meilleurs mondiaux dans ta discipline. Mais j'ai eu ce syndrome de l'imposteur un jour, pendant longtemps, à me dire, ouais, mais c'est du bob presque. Bah oui, mais... C'est pas vraiment du sport. Il suffisait d'y être pour d'avoir envie, puis vous y êtes. Mais en fait, c'est pas quand tu regardes avec leur but, ça s'est pas passé comme ça. Mais il y a un moment, j'ai eu ce syndrome-là de l'imposteur et il y a un moment, il faut travailler mentalement et se rendre compte de ce qu'on a fait. Pas pour dire, mais oui, Eric, t'es fantastique, c'est génial. Non, mais se dire, ouais, quand tu regardes la somme de travail que tu as dû faire pour faire tout ça, les choix que tu as dû faire, familiaux, personnels, professionnels, pour faire ça, fallait les faire. Et d'autres avaient les mêmes possibilités de les faire. Ils les ont pas fait. Tout comme moi, j'avais sûrement des capacités pour être, en tant qu'athlète, meilleur que ce que je l'étais, avoir de meilleurs résultats, mais parce qu'à un moment, j'ai pas fait les bons choix, je l'ai pas eu. Puis voilà, et c'est tout. Mais c'est pas facile. Et là, la préparation mentale peut aider. Et ça me renvoie au tout début où on s'est rencontrés. Je me rappelle, on avait été à l'Association française des conférenciers professionnels, et moi, c'était donc avant que j'adhère. Et ce qui était rigolo, c'est que il y avait un jour où il y avait plein de conférences tests. Et il y avait la moitié des conférenciers, c'était les sportifs de haut niveau. Je suis allé voir le président Jean-Philippe Ackermann. Je lui avais dit, mais ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai jamais été champion du monde et je pense honnêtement que je serai jamais champion du monde, donc je peux pas être conférencier. Elle me dit, si, tu as forcément des choses à dire. Mais en fait, c'était ça. Mon complexe de l'imposteur, c'est, oui, mais non, ça va pas être possible, j'ai pas été champion du monde, donc ma vie, elle est presque banale, alors qu'en fait, notre vie est pas banale de toute façon. Mais elle est moins spectaculaire et moins, elle est peut-être moins disciplinée que les sportifs, ça c'est sûr. Ma vie est moins disciplinée que celle d'un sportif. Mais effectivement, le complexe de l'imposteur, à un moment donné, souvent dès qu'on change de cadre, dès qu'on change d'univers, dès qu'on change de contexte, dès qu'on côtoie des gens différents, normalement oui, puisqu'on sort de sa zone de confort. Donc avant d'avoir agrandi et de se sentir à l'aise dans ce nouvel univers, on a forcément un peu ce complexe-là, à moins d'être quelqu'un d'hyper préparé mentalement et qui sait qu'il peut... Mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le leadership. Ta conférence à toi, elle va parler à des gens. Peut-être pas aux mêmes que ceux à qui va parler ma conférence. Parce que, comme tu le dis, toi, tu étais salarié, tu es devenu entrepreneur et ça fait 20 ans que tu es entrepreneur, un peu plus de 20 ans. Donc ça veut dire que ton entreprise, elle fonctionne, elle est pérenne. Et il y en a certains, ça va leur parler parce qu'ils ont cette envie-là. Que moi, je leur parle de comment on est devenu champion olympique, c'est tellement loin de leur univers, de leur quotidien, que ça va même pas les intéresser. Ils seront plus impactés par ta conférence que la mienne. Donc, il faut juste trouver son public. C'est ça, c'est exactement ça. Pour revenir sur la notion de réseau, pour moi, les réseaux, en fait, c'est 3 choses principalement. C'est événements, relations et réseau, au sens réseau structuré. La partie relation, qu'est-ce qui te fait rester avec des gens? Quelles sont les qualités qui font que non seulement tu vas créer une relation avec les gens, mais que finalement tu vas être bien et tu vas la faire durer? Donc, quelles sont les qualités que tu ressens ou qui s'expriment dans la relation et qui font que tu vas rester fidèle là? Parce que tu es quelqu'un de fidèle. Pour moi, c'est l'apport mutuel, l'échange.
Et à mon niveau, c'est pas seulement de l'échange financier. Si on parle d'entreprise, tout ça, c'est pas seulement je reste dans ce réseau-là parce que j'apporte des clients à cette personne, il m'en apporte. Oui, mais ça, pour moi, c'est de la relation commerciale, c'est pas du réseau tel que je l'entends. Pour moi, le réseau, il y a cette partie professionnelle, mais il y a aussi cette partie connexion mentale, parce qu'on a des points d'intérêt communs. Alors, ça ne veut pas dire qu'on pense de la même manière, mais quand on échange sur des divergences, on échange d'une manière constructive. Tu peux, de par ton expérience, avoir des idées sur certains points, et moi, de par la mienne, d'autres idées sur le même point, mais je sais que ça va aller parce que on a cette capacité d'écoute l'un et l'autre, et cette capacité d'échange. Et c'est ça qui me fait rester avec toi. Et puis demain, tu vas peut-être m'envoyer un client. Moi, je vais peut-être t'envoyer un client. Je vais te dire, tiens, j'ai été contacté par une conférence et puis ils veulent une conférence sur le réseau plus que sur le sport. Ben voilà, je connais quelqu'un, Jean-Christian, etc. Mais c'est pour moi, c'est un tout. Alors peut-être qu'il y en a d'autres qui cherchent d'autres choses dans les réseaux. Et ça, faut aussi l'accepter. Il y en a peut-être que dans leur réseau, ce qu'ils cherchent, c'est que du professionnel. Ils veulent dissocier vie professionnelle, vie personnelle. C'est que du professionnel et des intérêts, entre guillemets, un peu matériels. Je t'apporte du business, tu m'en apportes. Ça me permet de progresser, tu progresses. Et puis ça peut être que ça. Et je veux pas de connexion, je veux pas qu'on aille manger ensemble, on fait pas de barbecue, sauf s'il y a de l'intérêt commercial. Mais voilà. Et ça, faut l'accepter. C'est ça aussi le travail d'équipe. Ça, accepter que d'autres soient différents. Moi, ce que je recherche dans les réseaux, c'est avant tout cette connexion intellectuelle, interpersonnelle. Et si en plus ça peut faire du business, eh ben c'est tant mieux. Mais un peu des deux. Mais c'est ça qui me fait rester dans un réseau. Et puis cet intérêt qui remplit ma curiosité. Comme j'ai dit, je suis plutôt un slasher, apprendre des nouvelles choses. Voilà. Souvent mes enfants, je ne cuisine pas. J'ai horreur de cuisiner. Mais même pas des œufs au plat, des pâtes, tout ça. Par contre, j'adore regarder des émissions de cuisine. Les meilleurs pâtissiers, tout ça. Pourquoi ? Parce que moi, ce que j'aime regarder là-dedans, c'est la technique, le management, la gestion du stress avec le chrono, l'habilité manuelle, etc. Et c'est ça que j'aime. Mais jamais je me dis, tiens, ils ont fait tel gâteau, j'essaie de le faire, mais moi, j'ai horreur de cuisiner, alors que souvent, je suis les saisons de Top Chef, du meilleur pâtissier, etc. Parce que c'est ce côté technique, manuel, ce côté stress qui me plaît, management. Et voilà, ça, j'adore. Et j'y trouve de l'intérêt pour ça, alors que je ne cuisine pas du tout. Ça permet de savoir comment on fait et donc de savoir quoi commander au restaurant et choisir le bon restaurant, quoi. Mais des fois, c'est ça. Mais des fois, savoir comment on fait, ça, effectivement, il y a des sujets sur lesquels ça peut suffire. Très bien. Ben, écoute, on arrive à la fin de ce podcast. Si je te demande quelles sont les actualités quand on doit te suivre, donc bon, j'imagine on te suit évidemment sur LinkedIn, on te suit sur tes podcasts. Quelles sont les actualités sur lesquelles on va pouvoir se raccrocher là dans les jours et les semaines qui viennent? Ben, on l'a dit, les livres. Voilà, donc normalement plein, puisque finalement j'ai beaucoup de matière. Le podcast, l'entrepreneuriat c'est du sport, je l'ai mis là un peu en stand-by. Hein, et à un moment, ça va faire des choix. Et donc je pense qu'il va être en stand-by un petit peu là cet été, avec peut-être, normalement je fais un épisode par semaine, je vais peut-être éloigner un peu pour reprendre à la rentrée, avec la 4e saison déjà, et puis refaire une série d'une centaine d'épisodes. Et puis le 2e livre sur les suiveurs invisibles, ceux qui suivent les leaders. Il y a plein de choses à faire. Le monde de la formation est en ébullition aujourd'hui, hein, du côté législatif comme du côté changement de mentalité, par exemple de la génération Z, qui n'apprend plus comme on apprenait nous à notre époque. Donc toutes ces adaptations, toute cette pédagogie, ces nouveaux moyens de communiquer, moi ça me passionne. Ça me permet toujours de me dire qu'est-ce que je peux apprendre de plus pour toujours essayer d'être le plus performant possible. Et puis voilà, après, j'ai mon site, donc ericallard.fr, tout attaché. Et bien sûr, LinkedIn, le réseau professionnel principal. Je suis sur d'autres petits réseaux, mais c'est plus pour suivre mes enfants. J'utilise un peu moins, même si je pense qu'il faudrait que je les utilise plus pour mettre un peu plus d'exposition. Mais voilà, LinkedIn, mon site web, et puis vous aurez toutes les actualités sur Super. Dans les semaines et les mois. Eh bien, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je sais qu'il est un petit peu long parce qu'il doit faire à peu près 1 heure. Donc, si vous avez aussi pour le podcast Jouer Collectif des envies que je reçoive des personnes qui ont l'habitude de collaborer et qui ont des parcours atypiques d'entrepreneurs ou évidemment sur d'autres secteurs d'activité, n'hésitez pas à m'envoyer le contact. Donc, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.